Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque dans une vidéo du Noli Limit. Le Noli Limit de base était sur ma chaîne Sims, mais je la réadapte pour la mettre sur cette plateforme-ci. Donc, c'est parti! Nous allons traiter de la zététique. Mais qu'est-ce que la zététique? Est-ce que l'esprit critique aujourd'hui prête à préjudice? Est-ce que les informations qu'on nous donne ou qu'on peut lire sont justes ou fausses? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec mon invité du jour, Crypto. Crypto est un jeune rappeur. Vous pourrez trouver toutes les informations le concernant en description. Et je vous laisse avec la vidéo podcast qui va suivre. C'est parti! Bonjour Crypto, bienvenue à toi sur le plateau du Noli Limit, je suis hyper contente de t'accueillir. Bonjour Lily, je suis aussi hyper content d'être là. Alors nous allons aborder ensemble aujourd'hui le sujet de la zététique. Mais qu'est-ce que la zététique? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer? Alors oui, je peux expliquer. Dans un premier temps, la zététique a été créé dans les années 80 par un Français qui s'appelait Monsieur Henri Brock. Monsieur Henri Brock se posait beaucoup de questions, surtout concernant un petit peu les faits qu'on pourrait qualifier de surnaturels ou les croyances qu'on pourrait aussi appeler un petit peu irrationnelles, et a proposé de mettre en place des protocoles scientifiques pour tester ces croyances-là. Il y a un concours qui a été mis en place, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, le prix Henri Brock. Qui a eu un prix, 200 000 € à toute personne qui pourrait faire un phénomène paranormal que l'on ne serait pas capable d'expliquer. Qui permet en fait de tester par des protocoles scientifiques toute personne proposant d'avoir des pouvoirs paranormaux ou des facultés particulières. Du coup, ça a commencé sur le surnaturel et sur le paranormal pour ensuite aller sur des choses plus concrètes comme la recherche de vérité dans des discours politiques ou dans des informations de tous les jours. C'est axé sur la méthode scientifique pour se forger une opinion. Voilà, dans les grandes lignes. Ok, et du coup c'est un peu comme un outil alors que tu peux utiliser? C'est ça, exactement. En fait, c'est même une boîte à outils. En fait, il y a plusieurs outils à l'intérieur de la zététique qui te permettent un petit peu de filtrer les informations que tu vas recevoir, de les traiter et puis aussi de voir leur véracité et leur probabilité d'être vrai, en fait, plus que de véracité, en fait, la probabilité de véracité. C'est des réflexes, c'est des outils qui sont mis à disposition de toute personne qui s'intéresse à ce mouvement de pensée. Alors, comment développer l'esprit critique? Avec la zététique, bien évidemment. Comme je disais, c'est une boîte à outils. Alors, dans un premier temps, cette boîte à outils, il y a plusieurs volets, on va dire, à l'intérieur. Il y a un premier volet qui serait reconnaître et éviter les biais cognitifs. Les biais cognitifs étant des réflexes du cerveau, des réflexes cognitifs qui vont nous induire en erreur quand on reçoit une information. Le traitement émotionnel d'une information, par exemple, est un biais cognitif, mais il y en a énormément d'autres qui ont été listés et testés et étudiés. Deuxième volet serait reconnaître et éviter aussi du coup les arguments fallacieux, ce que moi j'appelle un petit peu les arguments moisis. Les arguments qui dans un débat d'idées en fait ne sont pas vraiment des arguments, sont des arguments un petit peu cachés. Je donne un exemple un petit peu facile, c'est l'argument d'exotisme. On va dire que c'est parce que c'est fait loin d'ici, genre en Chine ou genre chez les hindous, que c'est bon pour la santé. C'est pas forcément un argument. L'argument d'ancienneté, parce qu'on le fait depuis 1000 ans, c'est forcément bon. Il y a plein d'exemples, de contre-exemples qui prouvent que les choses qui sont faites depuis 1000 ans sont pas forcément les meilleures. Voilà, donc reconnaître un petit peu les façons d'argumenter qui sont un petit peu fallacieuses. Il y a d'autres volets encore, mais j'ai pas envie de te satelliser, donc je vais peut-être m'arrêter là en ce qui concerne les outils. D'accord, pas de souci. Alors, peut-on considérer la zététique comme une autodéfense intellectuelle? Alors, exactement. La zététique, c'est de l'autodéfense intellectuelle, c'est de l'hygiène mentale, pour reprendre un youtubeur un petit peu connu dans ce milieu-là. C'est une façon, déjà, comme je disais avant, de filtrer les informations et de garder celles qui ont le plus grand potentiel de véracité. C'est aussi une façon de ne pas être embrigadé dans des théories un petit peu fumeuses ou des croyances un petit peu irrationnelles. Les gens qui manquent d'esprit critique sont
facilement sujet à rentrer dans des théories complotistes. Le pont entre la théorie complotiste et la dérive sectaire est jamais vraiment fermé. C'est un pont qui se fait très vite. Et j'ai pu le voir, moi, dans ma vie personnelle, des gens qui ont commencé par croire en des théories un petit peu farfelues et qui ont fini par rentrer dans des sectes ou dans des croyances, des églises un petit peu particulières. Et en fait, oui, c'est une façon de se protéger contre ça, quoi, mais aussi de se protéger contre les fausses informations qui pullulent sur Internet, une façon de se protéger contre les discours dogmatiques, une façon de se protéger contre plein de choses. Donc oui, c'est effectivement de la défense mentale, c'est clairement le terme adapté. Est-ce que tu pourrais peut-être illustrer en donnant peut-être un exemple de comment il y a une info qui est balancée sur Internet ou ailleurs, sur journal, etc. Comment savoir si cette information dite vraie ou faux? Est-ce que tu arriverais à nous illustrer un petit peu ça? Est-ce que la zététique peut aider à mettre en relief ce qui est faux de ce qui est vrai? Oui, clairement. Alors c'est une très bonne question que tu me poses là. En fait, prenons un exemple concret. Je reçois une information, on va prendre un truc un petit peu fifou. En ce moment, en hiver, c'est de la fausse neige qui est envoyée sur toute la planète parce que la vraie neige n'existe plus à cause du réchauffement climatique. On a vu ça tourner il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. Mais prenons une information comme ça. On a une information comme ça qui va commencer à tourner sur Facebook, une information qui va être virale, qui va arriver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, avec vidéo à l'appui. Des gens qui prennent des morceaux de neige qu'ils ont ramassés par terre, des boules de neige, et qui les font brûler avec un briquet. Et la neige, au lieu de fondre, enfin avant de fondre, se met à noircir, preuve qu'il y aurait, soi-disant, des produits plastiques dans cette neige. Eh bien, la première chose à faire, quand on reçoit une information comme ça, dans un premier temps, utiliser ce qu'on va appeler le rasoir d'Occam. C'est-à-dire quelle possibilité, quelle hypothèse va être la moins coûteuse. Est-ce que tout simplement c'est moins coûteux en hypothèse, en théorie, que ce soit juste de la vraie neige qui tombe et que ce soit un fait naturel que la neige noircisse un petit peu avant de fondre? Ou bien est-ce que c'est pas plus coûteux en hypothèse tout ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir fabriquer de la fausse neige et la balancer sur toute la planète? C'est-à-dire que à un moment, déjà dans ma tête, je me dis que la première possibilité est moins coûteuse que la deuxième. Ensuite, quand je vois cette information, je vais regarder la source. Ça, c'est aussi un des premiers réflexes qu'il faut avoir, c'est regarder d'où vient la source. S'il n'y a pas de sources qui sont citées, l'information, on peut directement la mettre de côté. Si ensuite il y a une source, un article dans un journal ou une étude scientifique qui a été faite, là on peut peut-être aller un petit peu fouiller. S'il y a l'article dans le journal, aller voir l'article, aller voir qu'est-ce que c'est comme journal, parce que souvent il y a des informations qui sont dites vraies, mais qui sont sur des journaux satiriques, de faux journaux comme le Gorafi ou des trucs comme ça. On a plein d'outils comme ça qui vont nous permettre aussi de vérifier si une étude est correcte. Déjà, si elle existe, l'étude en soi, il y a Google Scholar que les gens ne connaissent pas et finalement, c'est Google mais scientifique. Si par exemple, je veux savoir quelles études ont été faites sur le coronavirus, par exemple, j'ai juste à taper Google Scholar et j'ai la liste de toutes les études qui ont été faites et j'ai également leurs notes, c'est-à-dire quel pourcentage de fiabilité elles ont. Toujours vérifier les sources, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, aller du coup, si la source est disponible, aller sur la source, lire l'article en entier, parce que souvent les petites infos comme ça, elles sont sorties de leur contexte. Si l'article cite des études, allez voir les études. En fait, le but, c'est de pousser la recherche le plus loin possible. Internet le permet maintenant, donc c'est vraiment facile. En 3-4 clics, on peut vérifier une information. Mais 3-4 clics, ça fait déjà beaucoup maintenant dans la société de maintenant. Oui, parce qu'on est dans une société de consommation et puis les personnes n'ont pas forcément le temps ou ne se donnent pas le temps. Non, mais je vois ce que tu veux dire. On est dans une société de consommation qui va de plus en plus vite et l'information, elle, va aussi de plus en plus vite. Mais c'est ça. Et puis en fait, les personnes ne se posent pas la question de se dire, ok, on me dit ça, mais où est-ce qu'on m'emmène? Enfin, tu vois, des fois on te dit ça, mais c'est parce que ils veulent en venir là. Enfin bref, ouais, c'est compliqué. J'ai beaucoup étudié le truc. Les gens qui sont vraiment tenants d'une théorie complotiste, ceux qui les alimentent, ceux qui les font vivre, ceux qui les créent aussi, parce que les théories complotistes se créent. En fait, ces gens-là cherchent souvent un aspect pécunier derrière, quoi. Ils veulent soit te vendre quelque chose, soit t'embrigader dans quelque chose pour te vendre quelque chose ensuite, hein. C'est souvent ça. Mais c'est exactement ça. Et justement, c'est ça aussi, regarder aussi qui en tire profit en fait de cette information. Et de se dire, ok, est-ce que c'est louable, est-ce que c'est à mettre à la poubelle, quoi. Exactement. Le problème aussi des théories complotistes, et ce qui est un peu
ce qui pour moi en fait me choque le plus, c'est qu'on est face au fameux arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que pour une théorie complotiste un petit peu irrationnelle, il va y avoir de vrais complots derrière qui passent complètement à la trappe. Des complots qui sont sourcés, qui sont vérifiés, qui sortent dans les journaux, dans des journaux qui sont sérieux et qui passent complètement à la trappe, comme les lobbies, comme plein de choses. Le lobby, c'est du complot à ciel ouvert, on va dire. Bon, puis le journal, je crois que ça reste aussi des informations qui sont de moins en moins exploitées. Les gens, ils regardent plutôt des choses, tu vois, balancées comme ça, en quelques secondes. On te donne l'information sans vraiment rentrer dans les détails ou bien dans les explications du pourquoi, du comment. Je pense notamment aux informations qui peuvent passer sur les grandes chaînes. On te donne ça sur les grandes lignes, puis si t'as envie de vraiment te faire une idée dessus, en fait, tu dois justement faire ce que tu fais, faire des recherches, savoir d'où vient la source, comment, etc. Exactement. Et la communauté Z, alors déjà, ils sont très actifs sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Est très active aussi pour justement débunker les fausses informations, pour prendre des grands sujets de société et les passer un petit peu à la moulinette factuelle, vraiment extraire les faits, et c'est super intéressant, déjà ne serait-ce que de se promener un petit peu dans ces réseaux-là, parce que ça permet d'apprendre des choses. Après ça, c'est pas parce qu'on est dans ce réseau-là et que ce réseau va le dire que ça nous dispense de vérifier par nous-mêmes. Faut aussi faire la part des choses, il peut y avoir aussi des bêtises dites dans la communauté zététique. Et nombre de vidéastes sur YouTube font des mea culpa, reprennent un petit peu leurs vidéos par après pour dire là on a dit une bêtise, on s'est rendu compte que ceci, cela. Il y a vraiment énormément de remises en question dans ce monde-là, et pas de recherche de performance, mais toujours essayer de s'améliorer et toujours essayer de pas rester sur ses préjugés et sur ses opinions. Est-ce que, et si tu as envie, de partager peut-être des sites qui pourraient peut-être intéresser ceux qui écoutent ce sujet, des informations qui seront justement débunkées par la communauté des zététiques, est-ce que tu aurais des sites éventuellement à nous partager? Alors oui, clairement, il y a le site de l'Aztec. Alors je ne sais plus exactement de quel acronyme c'est l'association de zététique et de transmission de l'esprit critique. Je crois que j'ai tout. Aztec, oui c'est ça. Donc l'Aztec qui est hyper active, qui est active sur son site internet, qui est active sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, et qui en plus a une vitrine sur YouTube, une chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais. Et puis sinon en chaîne YouTube, en ce qui concerne le débunkage, il y a The Science Coder qui est vraiment très très intéressant et qui fait des trucs très pointus. Hygiène mentale qui est plus dans l'initiation à la zététique, on va dire. Hygiène mentale, c'est vraiment très bien pour s'y mettre, pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un biais cognitif, même pour se faire un petit peu au jargon, parce que c'est vrai que les zététiciens ont ça, et ça m'embête un petit peu, mais c'est qu'ils utilisent toujours un jargon très technique, et forcément, c'est des fois un petit peu dur de raccrocher les wagons. En tout cas, merci beaucoup pour les viewers. Est-ce qu'une personne qui utilise cette méthode est un complotiste? Alors ça, c'est une bonne question, mais tu ne poses que des bonnes questions. Alors, est-ce qu'une personne qui utilise cette méthode est un complotiste? D'emblée, je dirais que non, parce que forcément, on se bat contre les théories complotistes, en tout cas celles qui sont irrationnelles. On essaye de vraiment militer pour débunker tout ce qui est fausses informations, tout ce qui utilise la science en fait pour la détourner et pour en faire quelque chose d'autre, les pseudosciences, etc. Donc vraiment, il y a une forme de militantisme contre le complotisme qui fait que non, on pourrait pas se dire complotiste. Après, est-ce qu'il y a une envie de convaincre les gens que c'est la bonne méthode? Ce serait se mentir que dire que non. Oui, on a envie de dire aux gens penchez-vous sur la zététique, ça va vous faire du bien, mais on peut pas dire que ce soit complotiste. Non, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que cette méthode apporte comme réflexion sur le paranormal? Parce que j'ai vu notamment que la zététique venait à l'encontre de ses croyances telles que fantômes, enfin tout ce qui tourne autour du paranormal en fait, et venait un peu contredire tout ça. Cette question, c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que je vais pouvoir faire passer un message en même temps à travers cette question. Effectivement, quand on va s'intéresser au paranormal, on se rend compte très vite, quand on le passe à la moulinette zététique, que finalement il n'y a pas grand chose qui tient debout. On ne dit pas que tout est expliqué, on va
plus dire que tout est potentiellement explicable. Il y a une petite différence entre ceci et cela, entre l'expliqué et l'explicable. Et du coup, les gens ont tendance à penser que le zététicien, que quelqu'un qui pratique l'esprit critique, le scepticisme, est fermé. Mais non, moi je pense qu'on n'est pas fermé, on est ouvert. Moi j'aimerais beaucoup que les fantômes existent. Ça me ferait super plaisir et j'aimerais bien vraiment avoir une preuve que les fantômes existent. Mais pour l'instant, et j'ai regardé énormément de documentaires, je me suis un peu baigné là-dedans, j'ai aucune preuve que les fantômes existent, donc je suspends mon jugement et je reste que tant que j'ai pas de preuves, je n'y crois pas. Je préférais savoir. En fait, il y a ça dans la zététique, il y a passer du croire au savoir. Tant que j'ai pas le savoir, je suspends mon jugement. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Après, si on prend d'autres sujets, là on a pris le sujet des fantômes, mais si par exemple un sujet qui reste à la mode depuis quelques années, c'est le sujet des extraterrestres. Exactement, j'allais y venir. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a amené clairement à la zététique. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, j'avais 20 ans et j'étais omnubilé par les extraterrestres. J'avais vu à plusieurs reprises des objets volants non identifiés. Je baignais dans cette mythologie de par la pop culture. J'étais fan des X-Files. Mon film préféré c'était E.T. Enfin, vraiment, j'étais extraterrestre. Et en plus, je me renseignais sur l'ufologie. J'avais des livres. J'étais inscrit sur les blogs à l'époque. J'ai mangé tous les documentaires qu'on pouvait voir, quoi. J'avais vraiment une certaine connaissance dans la mythologie ufologique. Je connaissais les cas documenté un petit peu comme si j'étais zététicien mais dans l'ufologie, quoi. Vraiment, je sourçais, j'allais plus loin et tout. Et finalement, un jour, un de mes héros, David Milo, était interviewé par des zététiciens. Et le titre de la vidéo était David Milo, de croyant à sceptique, comment j'en suis venu à ne plus croire aux extraterrestres. Et là, ce gars dont j'avais les bouquins et tout, qui dit ça me choque un petit peu, et j'écoute cette interview qui dure 2 heures. Et pendant ces 2 heures, je me suis complètement décomposé. Non seulement parce que les intervieweurs en face, les zététiciens, posaient des questions hyper pertinentes, et je trouvais que vraiment la méthode était carré, c'est le mot, tout était carré en fait, il y avait rien qui dépassait, c'était propre, ça allait droit au but et c'était hyper bien amené. Et derrière, les réponses de l'interviewé, à chaque fois, m'enfonçaient encore plus dans l'édifice mental que je m'étais construit et qui était en train de se détruire, quoi, complètement. Chaque réponse enlevait une brique de la mythologie que je m'étais construite pour finalement que tout s'effondre autour de moi et que je me retrouve à la fin de cette interview, mais lessivé limite, parce que les croyances que j'avais entretenues pendant 10 ou 15 ans se sont dissipées, envolées, je sais pas quel mot utiliser, mais vraiment ça m'a changé, quoi, et je me suis intéressé à cette méthode et de là j'ai pu débunker pas mal de croyances que j'avais, quoi, et puis finalement j'en suis à promouvoir l'esprit critique un maximum. Après, il semblerait qu'il y a certaines informations qu'on ait eues il y a quelques années qui sembleraient être fausses. Ils disent que les ovnis n'existent potentiellement pas, mais est-ce qu'ils n'existent vraiment pas? Ça reste une question encore assez actuelle, dans le sens où on n'a pas encore des preuves, il y a des choses qui sont pas très claires, enfin... Vraiment, il y a des questions qui restent ouvertes. Et puis, je sais pas si dernièrement, t'as vu cette boîte-là qui est apparue en Amérique, qui a fait venir plein de gens, ils ont fait des photos. Pour finir, elle a disparu tout aussi mystérieusement qu'elle était apparue, puis ils se sont rendus compte que... Ce fameux monolithe. Exactement, le monolithe, voilà, je trouvais pas le mot. Finalement, c'était un artiste un peu perché qui aimait bien faire des monolithes, qui s'est amusé à faire une petite joke et... Exact. En plus, est mort entre le moment où il a posé son truc et qu'il voulait révéler le machin, quoi. C'est très drôle, je trouve, comme histoire. Non, il semblerait qu'il soit mort avant, en fait, que ce monolithe soit posé. Ouais, je dis pas que je crois en les ovnis ou quoi, mais je pense que tu vois, avec cet esprit un peu critique, la question pour moi reste encore ouverte, parce que pour moi il n'y a pas eu d'arguments qui vont à l'encontre de l'existence des extraterrestres ou qui excluent complètement cette croyance. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais quand je te parle de la croyance que j'avais, moi, j'étais persuadé qu'il y avait des races extraterrestres qui nous visitaient régulièrement, prendre des cafés avec nos gouvernements, et nos gouvernements nous cachaient ça parce qu'on n'était pas prêts. J'étais un petit peu vraiment dans ce mood-là. Finalement, maintenant, ma position a beaucoup changé, je suis toujours persuadé qu'il y a des extraterrestres, quelque part dans l'univers, voire dans la galaxie. J'en suis persuadé à 99,5%. Par contre, je suis autant persuadé qu'ils ne nous ont pas visité et
qu'on va se galérer pour rentrer en contact avec eux. Ça, c'est la position maintenant que j'ai, après m'être vraiment penché là-dessus. Après, en ce qui concerne les ovnis, maintenant, je fais vraiment la distinction entre un ovni et le phénomène extraterrestre. Je pense que cette distinction, il faut la faire parce que avant de mettre des extraterrestres dans l'histoire, on peut aussi se dire que c'est des technologies avancées qui sont testées par des gouvernements. Quand on voit des vidéos d'ovnis, ça peut être des lanternes taille qui ont été lancées pendant un mariage. Je dis ça parce que c'est l'ovni que j'avais vu, des lanternes taille. Ça peut être énormément de choses avant qu'on mette la théorie extraterrestre, avant que la théorie extraterrestre prenne du poids en fait. Oui, après totalement, on peut se faire très facilement duper aussi avec les drones. Enfin, il y a tellement de technologies aujourd'hui qui peuvent, quelqu'un de mal intentionné qui balade son drone avec je ne sais quel truc ou quoi. Enfin voilà, ça va vite quoi. Et puis la mise en situation, un film, enfin un short comme ça qui sort sur YouTube par exemple, ou bien un reel qui sort sur Instagram, et pouf, ça fait le buzz, et puis ça va super vite en fait. Et puis on se fait tromper par notre cerveau aussi. Moi personnellement, le premier ovni que j'ai vu, je me suis rendu compte que j'ai fait comme 95% des gens qui signalent un ovni à la gendarmerie, ben j'ai confondu la lune avec un ovni quoi. La lune dans le ciel quoi. Clairement, et je me suis senti tellement bête quand j'ai compris ça que c'était terrible pour moi. C'est vraiment de confondre la lune avec un ovni, on se dit mais comment c'est possible? Et en fait quand on a l'explication, c'est tout simple, c'est une lune basse à l'horizon, des crêtes autour de soi, on est dans une vallée entourée de montagnes, du coup la lune est plus basse que les crêtes, on voit juste un petit pourcentage de la lune, et quand on se dirige vers ce point lumineux, et qu'il y a des objets qui passent entre notre champ de vision et la source lumineuse, au lieu que notre cerveau interprète comme un objet qui traverse notre champ de vision, il interprète ça comme la source lumineuse qui se déplace. Et moi j'ai suivi un ovni pendant 1h30 en pensant que c'était un extraterrestre, et finalement c'était la lune. Oups. Du coup, dernière question, est-ce que la zététique peut-elle rendre insensible? Clairement non, voilà, terminé, merci, au revoir, bisous. Faut que je développe? Ok, je développe. Non, ça rend pas insensible. Ces croyances irrationnelles, ces théories complotistes, tout ça, elles ont un ressort qui est commun à tout ça, c'est le besoin d'émerveillement. En fait, beaucoup de gens vivent dans une réalité qui est pas folichonne. Faut dire ce qui est, on n'est pas en mode extase tous les jours, il y a plein de choses, on a plein de contraintes dans la vie. Et de se dire que, c'est possible qu'il y ait autre chose quelque part, qu'il y ait des choses surnaturelles, des choses qu'on contrôle pas, qu'il y ait ça autour de nous, ça répond à un besoin d'émerveillement qu'on a depuis la nuit des temps en fait, depuis que l'homme préhistorique raconte des histoires en grognant à ses enfants préhistoriques au coin du feu préhistorique. Et ce besoin d'émerveillement, il rassure. En fait, quand on s'émerveille, on se rassure. Et c'est un peu facile de se complaire, de se complaire là-dedans, dans ses croyances, parce que en fait, il y a un petit côté, ça nous berce de croire en les ovnis, ça nous berce de croire aux fantômes, ça nous rassure. Et la zététique, alors ok, elle débunk tout ça, elle débunk la vie après la mort, elle débunk les abductions d'ovnis, elle débunk les sourciers et les magnétiseurs. Non déplaise aux sourciers et aux magnétiseurs, hein, je veux vraiment embêter personne, hein. Mais par contre, elle répond à un besoin d'émerveillement parce que du moment qu'on s'intéresse un petit peu à la zététique, on va forcément s'intéresser à la science. Et au moment où on commence à s'intéresser à la science, on a de quoi s'émerveiller tous les jours. Quand on reçoit la première photo d'un trou noir, quand on comprend la structure de l'univers, quand on comprend la relativité générale d'Einstein, quand on s'aperçoit de la beauté de la nature qui nous entoure, quand on s'intéresse un petit peu à la biologie, on va forcément s'intéresser aux animaux, aux espèces animales, aux écosystèmes. Le besoin d'émerveillement en fait, la zététique et la science par association y répond 100 fois finalement. Donc non, on n'est pas insensible. J'ai pleuré en voyant la première photo du trou noir et en la partageant avec les enfants au travail. C'est joli. Pour moi, la zététique rend lucide, dans le sens où, par exemple, je pense que tu connais le phénomène de la pareidolie, où tu imagines quelque chose dans les nuages ou bien dans une forme que tu peux voir. Tu vois un visage sur Mars, ou que tu trouves que ce rocher ou ce pancake ressemble à Bob Lennon. Et justement, quand tu développes un petit peu ton esprit critique, t'en viens à dire, ok, ça c'est un phénomène connu par les scientifiques, ça s'appelle la pareidolie. Et du coup, tu relativises, puis tu te dis, ok, pour moi, ça rend pas insensible, mais ça rend lucide sur certaines choses. Ça te renvoie à quelque chose de plus réel, en fait. Comme tu disais, c'est vraiment, la zététique, en fait, débunk un peu le côté irréel. C'est sûr que ça enlève un petit peu le côté magique et mystérieux si on est sensible à l'univers des fées, à l'univers des lits, et qu'on y croit. C'est sûr que ça peut faire un petit peu mal aux croyances. Mais par contre, si
si justement on a besoin de s'appuyer sur des choses concrètes pour se forger une opinion ou pour avancer dans la vie, parce que moi ça m'a permis clairement d'avancer dans la vie. Ça fait partie intégrante de mon travail. Ça m'a permis de m'intéresser à la science, parce qu'avant franchement la science m'intéressait pas plus que ça, et j'ai quand même suivi des cours publics à l'université sur la relativité générale, juste parce que je voulais comprendre la relativité générale quoi, finalement. Et ça m'a fait un bien fou. Ouais non, ça apporte une lucidité sur le monde. Et le côté magique qu'on perd, en fait, on le retrouve par le côté merveilleux des découvertes. T'as fini? Oui, je t'entends. Ça s'est arrêté brusquement, j'attendais une suite. En tout cas, merci Crypto pour ton intervention. C'était un sujet qui était très intéressant. J'espère que nos viewers sont très contents aussi. En tout cas, merci infiniment. Mais de rien, c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens, parce que mon esprit, malgré qu'il soit critique, a souvent tendance à prendre des chemins un peu particuliers. T'inquiète pas, je pense pas. Tes phrases étaient structurées. Enfin, en tout cas, le message est passé. En tout cas, je pense que c'est ok. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à mon invité Crypto d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère qu'on a pu vous éclairer sur la question de la zététique. J'espère que ça a ouvert votre esprit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un outil dont vous allez vous en servir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire zététique en commentaire. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu vous évader, en apprendre davantage sur la zététique avec cet épisode-ci. Je vous retrouve dans un nouveau numéro du Noli Limite très bientôt. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bisous, ciao.